La Martinique a 10 000 demandeurs de logements sociaux. 20 000 maisons sont inhabitées pour cause d'indivision. Sur 34 communes, 5 atteignent les quotas de logements sociaux demandés par l'État. Quelle est la politique logement et habitat du Conseil général? Écoutez, c'est une question extrêmement délicate, tout simplement parce que c'est une problématique majeure ici en Martinique, le logement, et notamment le logement social. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui cherchent à avoir un logement décent et qui n'arrivent pas à se loger dans de bonnes conditions. Et nous avons aussi un parc privé qui est très important, mais quelquefois inoccupé. La politique du Conseil général, elle est très simple, c'est qu'elle soutient la production de logements sociaux, soit en mettant à disposition du foncier nécessaire pour permettre aux bailleurs sociaux de construire, ou bien en garantissant les prêts de ces bailleurs sociaux pour la construction, et nous le faisons de manière très très volontaire. Mais nous soutenons aussi beaucoup la réhabilitation des logements et nous apportons un complément financier pour permettre aux propriétaires de pouvoir percevoir la LBU. Et nous sommes très actifs sur une politique sur laquelle on n'attend pas forcément le Conseil général, puisque ce n'est pas forcément son champ de compétences, mais nous sommes volontaires, nous avons pris la décision de le faire et nous avons mis en place en particulier un dispositif qui allège les particuliers qui doivent apporter un fonds propre pour la réhabilitation de leur logement, et le Conseil général arrive dans des situations sociales difficiles à suppléer à ce fonds propre apporté par les particuliers. Donc nous sommes très volontaires dessus, mais évidemment nous n'avons pas d'outils nous permettant de faire pression sur les communes pour qu'elles dépassent le seuil fixé par l'État. Chacun agit en fonction de ses propres préoccupations de terrain, mais nous espérons à terme que cette préoccupation sur le logement social trouvera un aboutissement, parce qu'il y a à la fois de l'emploi pour les entreprises du BTP martiniquais, mais aussi une nécessité de logement, notamment pour les plus humbles. Malgré une petite superficie, le transport en commun pose problème en Martinique. Mauvaise décentralisation, tarifs élevés et pas de circuit le soir. Le TCSP arrive en décembre, mais ne réglera pas tout. Quelles sont les solutions? Alors, c'est un problème, encore une fois, extrêmement délicat, pour lequel les élus martiniquais ont déjà commencé à apporter des solutions. Vous savez que nous avons tenu ici, il y a 2 ans, le congrès des élus martiniquais, et nous avions pris la résolution d'obtenir auprès du gouvernement une habilitation pour le transport. Cette habilitation a pour conséquence, et ça a été voté à la région, de nous attribuer une compétence sur le transport, d'une part, mais nous a permis aussi de déterminer ce que nous souhaitons faire. C'est pourquoi nous avons donc choisi de faire une seule autorité organisatrice des transports en Martinique et de considérer que la Martinique serait un périmètre unique sur le transport. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, chaque commune est une autorité organisatrice. Le département est une autorité organisatrice. La région en est une. Donc ça veut dire qu'il y avait pléthore d'autorités sur un petit territoire qui était morcellisé. Nous avons donc souhaité avoir un seul territoire qui est celui de la Martinique et avec une seule autorité qui va organiser l'ensemble des transports. Ça, c'est sur la partie organisationnelle et institutionnelle. Maintenant, sur la partie concrète. Le TCSP a été conçu dans cette idée-là, celui de favoriser les liaisons, le transport entre Fort-de-France et Lamentin, et par voie d'extension avec Chelcher et peut-être avec le Sud, sur des antennes qu'il faudra créer. Mais pour l'instant, nous sommes en train de terminer les travaux par la région du TCSP, et nous allons ensuite penser l'organisation du transport public à raison de grandes lignes qui vont desservir le Nord-Atlantique, le Nord-Caraïbe, le Sud, et en liaison et en connexion avec le TCSP. Nous sommes en train, vous le savez, de négocier avec les taxis collectifs pour leur racheter leur licence et pour les indemniser, de telle sorte que l'on change de système et qu'on soit dans un système beaucoup plus adapté aux besoins locaux, avec des départs à l'heure, avec des arrivées à l'heure, avec des points de passage prévus à l'heure, avec une fréquence et une sécurité dans le transport. C'est un transport moderne que nous allons mettre en place. Et à côté de ça, nous allons aussi imaginer tous les autres types de transports alternatifs, complémentaires, c'est-à-dire le transport maritime. Vous savez que nous avons
une délégation de service public que le département est en train de porter sur le Transrad et que nous allons étendre aux communes du Nord Caraïbes et du Sud Caraïbes pour offrir une véritable alternative par le transport maritime. Donc, tous les modes de transport seront conjugués pour moderniser enfin le transport maritime martiniquais à partir de l'année 2016, puisque le TCSP devra nécessairement entrer en fonction dans le courant de ce premier trimestre 2016 avec une articulation avec tous les autres modes de transport. Ce qui sous-entend que demain, les transporteurs, les chauffeurs de taxi travailleront directement pour une société unique? Oui, c'est ça. Ça veut dire que la plupart de ceux qui sont aujourd'hui en activité, qui ont déjà dépassé l'âge de la retraite, devront prendre une retraite méritée. Ils auront pour cela une indemnité que versera le Conseil général en rachetant la ligne, en rachetant le matériel et en payant pour eux le RSI, c'est-à-dire la retraite complémentaire des artisans taxi. Ils pourront donc prendre une retraite méritée et tous les autres qui n'ont pas encore l'âge de la retraite eh bien, vont intégrer le dispositif et vont travailler dans ce dispositif jusqu'à leur âge de retraite. Est-ce que ça pourrait sous-entendre que les taxis pourraient travailler beaucoup plus tard? Oui, aujourd'hui, bien évidemment, c'est exactement ce que nous avons fait sur le TCSP, sur le Transrad. Vous savez que le Transrad entre Trois-Îles et Fort-de-France fonctionnait à certains horaires et quelques jours. Nous avons mis un service public et ce Transrad fonctionne de 6 h du matin à 22 h le soir, samedi et dimanche compris. Ça veut dire qu'il y a des créneaux horaires qui sont respectés, des bateaux qui sont en bon état et surtout la sécurité. C'est exactement le même principe que nous allons proposer sur le transport terrestre, du matériel adapté, fiable, qui sera à l'heure, qui partira à l'heure avec des créneaux horaires suffisamment larges pour couvrir une large palette de l'activité journalière et surtout la sécurité et la fiabilité du système. Sous la mandature Josette Manin, quels sont les 3 plus gros chantiers ou innovations? Nous en avons fait beaucoup. Vous savez, en 3 ou 4 ans, nous avons fait beaucoup de chantiers. Je ne vais pas forcément les citer par ordre d'importance, mais on peut noter que nous avons essayé de conforter tout ce qui faisait le poids, la force du Conseil général. Et nous avons aussi travaillé beaucoup sur, non pas la construction de nouveaux collèges, par exemple, mais la mise aux normes des collèges qui existent. Nous avons pour cela développé avec les ingénieurs du Conseil général un système extrêmement astucieux de confortement parasismique des collèges qui existent. Et nous avons équipé déjà 4 ou 5 collèges avec ce système-là. C'est très intéressant parce que ça nous évite de construire d'autres collèges, mais ça met en sécurité les collèges qui existent déjà. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur les équipements qui sont ceux du Conseil général. Je veux parler du parc des Floralis que nous avons rénové et pour lesquels nous avons eu le bonheur de voir une manifestation des Floralis qui relance le parc des Floralis là, il y a à peine un mois. Nous sommes en phase de rénovation du golfe des Trois-Îlets. C'est un outil de développement économique et touristique fondamental. Nous avons dépensé près de 1,5 million l'année dernière. Nous avons encore 1,8 million à dépenser cette année pour le remettre aux normes. Il avait été beaucoup dégradé par les cyclones successifs. Et puis nous avons des chantiers qui sont extrêmement emblématiques et qui sont très, très lourds. Je veux parler de l'état-major du SDIS que nous avons construit juste derrière le Conseil général. C'est un bâtiment à 24 millions qui est un bâtiment qui va accueillir tout l'état-major du SDIS. Le poste de commandement des sapeurs-pompiers de Martinique a été construit par le Conseil général. Il est en phase il est en finition. Il sera disponible sitôt la fin de cette année 2015. Nous sommes en train de bien avancer sur le laboratoire d'analyse que nous construisons au Lamentin. Vous savez que le Conseil général a un laboratoire d'hygiène et d'analyse qui est extrêmement important. C'est le seul qui travaille par exemple sur les analyses à la chlordécone. Ce laboratoire était éclaté sur plusieurs sites différents. Nous avons considéré qu'il fallait offrir des meilleures conditions de travail à ce laboratoire. Et ce laboratoire sera construit à la Favorite, est en train d'être construit à la Favorite, un très grand bâtiment qui va nous permettre d'être en sécurité sanitaire. Et puis nous reconstruisons aussi le monde des cadets, ce qu'on appelle l'observatoire du monde des cadets. Vous savez que en permanence, il y a des scientifiques qui observent la montagne Pellier et qui surtout vérifient la sismicité. Et pour ça, ils étaient logés à un très vieux bâtiment qui a été construit par l'architecte Kaya et qui ne répond plus aux normes. Et il fallait donc reloger cet observatoire du monde des cadets. Et nous avons donc fait l'acquisition de terrain au-dessus de Saint-Pierre et nous reconstruisons le monde des cadets. Et puis un chantier emblématique
parce qu'il a beaucoup fait parler. Vous savez, à chaque mauvais temps, le prêcheur est coupé de la Martinique, une population isolée, en danger, et nous avons pris le pari de construire un nouveau pont qui va nous coûter 8 millions et qui sera construit au prêcheur. Le chantier a commencé, et qui va relier le prêcheur au-dessus de la rivière et qui va permettre d'offrir non pas seulement un passage pour les populations, mais un nouvel attrait économique et touristique pour la ville autour de ce pont emblématique qui sera un véritable signal pour cette ville qui a déjà obtenu le label de ville verte écologique à énergie positive. Donc ça sera un atout supplémentaire pour le Nord. Voilà quelques éléments de ce que nous avons réalisé. Bien évidemment, je ne peux pas citer tout ce que nous avons fait, mais ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Je ne reviendrai pas, par exemple, sur le grand glissement de terrain qu'il y a eu à Fort-de-France. Vous savez, du côté de Mout, tout le pan de terrain qui a glissé, qui emportait les maisons. Là, le Conseil général a contribué à la remise en état de tout ce pan de glissement et a effectué plus d'une vingtaine de millions d'euros de travaux de confortement. Par exemple, les travaux sont immenses, on en a fait beaucoup et le Conseil général est présent partout. Nous avons aussi, je le dis parce qu'on ne peut pas considérer que le Conseil général n'a agi que sur des travaux. Le Conseil général a modifié par exemple les perceptions des chèques pour les personnes âgées, l'APA. Nous avons un nouveau dispositif qui s'appelle le CESU, qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus souple et beaucoup plus accessible pour les contributions financières que le Conseil général apporte aux personnes en difficulté et âgées. Donc voilà, ce sont des dispositifs que nous mettons en place. On a modernisé et facilité la maison du handicap, par exemple, dans son fonctionnement, pour diminuer les délais de réponse aux handicapés, pour soutenir financièrement la perception de ce que doivent percevoir les personnes handicapées. Vous voyez, donc on a beaucoup agi, à la fois dans l'investissement, mais aussi on a beaucoup amélioré le fonctionnement même de l'institution pour mieux répondre à l'attente des populations. Selon vous, sur quel enjeu fondamental la nouvelle collectivité unique devrait mettre l'accent dès 2016? Vous savez, il y a beaucoup de chantiers qui nous attendent. Le premier d'entre eux sera bien évidemment d'assurer la transition entre le fonctionnement de la région et du département et le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique. Cette transition-là doit être assurée sur le plan de l'administration, mais aussi sur le plan financier. Il est très clair que nous devons tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une continuité de l'action publique et qu'un chantier, par exemple, ouvert cette année ne soit pas interrompu avec la nouvelle CTM et que les paiements se fassent dans les délais. Il ne faudrait pas que les entreprises martiniquaises soient pénalisées par la mise en place de la CTM, mais qu'il y ait une fluidité de fonctionnement et une prise en charge tout de suite, automatique, des engagements pris par la région et par le département, sitôt la création de la CTM. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir aussi très rapidement mettre en place l'administration de la CTM. Bien évidemment, nous avons déjà beaucoup progressé sur la maîtrise globale de ce que l'on pourrait faire. Mais vous savez, il y a une limite. Nous ne sommes pas encore élus de la CTM et nous ne pouvons pas prendre des décisions pour ceux qui seront à la CTM. Ce qui veut dire que tout est prêt, l'outil est prêt, mais dès lors que les élus seront nommés à la CTM, ils devront prendre la responsabilité de définir le véritable organigramme, de mettre les uns et les autres en responsabilité, de définir les postes de direction et mettre en chantier cette véritable administration de la CTM. C'est un enjeu qui est très très important. Le troisième enjeu, c'est celui du fonctionnement de la CTM, de la relation entre l'exécutif et l'Assemblée, pour fluidifier un peu le fonctionnement politique et décisionnel de la CTM. Et puis ensuite, il faudra porter le projet pour lequel nous avons été élus. Et bien évidemment, les différents partis qui se présentent aux élections vont arriver avec des projets différents. Il appartiendra donc à l'administré, aux citoyens, aux Martiniquais, de se décider et de voter pour tel ou tel projet. Qui voulez-vous à la tête de notre Assemblée? Qui voulez-vous qui dirige notre pays? Pourquoi faire? Eh bien, la campagne politique va le dire. Et regardez les programmes, regardez les perspectives, et vous saurez où doit porter votre choix. Mais me concernant, je ne saurais que vous conseiller de suivre attentivement ce que nous allons vous proposer ensemble pour une Martinique nouvelle. Mais ensuite, il va falloir
définir précisément où nous allons commencer. Sur quelles réformes nécessaires le gouvernement devrait se pencher pour booster le développement chez nous? Je ne sais pas s'il devra se positionner en termes de réforme. J'aurais surtout souhaité que le gouvernement soutienne les initiatives qui seront prises, notamment en matière de développement durable, notamment en matière d'énergie, où là nous attendons évidemment un soutien très fort du gouvernement parce qu'il y a des investissements extrêmement lourds qui devront être réalisés pour assurer notre indépendance énergétique. Il nous faut très volontairement aller vers le projet de Martinique durable, notamment sur l'eau, sur l'assainissement, sur les déchets, sur l'énergie, je l'ai dit, sur la biodiversité, sur les développements de filières, transformer cette idée généreuse de biodiversité en véritable levier de développement économique. Voilà l'enjeu. Et c'est sur ça qu'on attend le gouvernement, qui soit à nos côtés, qui nous soutienne sur ça et qui prenne des initiatives pour que nous ayons les moyens des investissements conséquents que nous devons nécessairement faire. Sur l'eau et l'assainissement, c'est 250 millions. Sur les déchets, c'est 200 millions. Sur l'énergie, c'est 1 milliard qu'il faut. Vous voyez, les chiffres sont affolants, mais c'est ça l'enjeu de demain. Si on veut être en capacité à nous projeter demain sur les énergies nouvelles, sur la mise en sécurité de notre environnement, la protection de l'île, sur l'autosuffisance alimentaire, sur la production agricole, sur la modernisation de la pêche, oui, tous ces leviers-là doivent être actionnés. Mais on attend aussi que la Martinique toute seule ne pourra pas tout faire. Il faut évidemment un engagement de l'État, parce que je le rappelle, la sécurité c'est l'État, mais la lutte contre le chômage aussi, c'est la responsabilité de l'État. Et nous attendons donc que l'État soit à nos côtés, non pas face pour nous, parce que nous allons prendre des initiatives pour essayer de régler ces problèmes ici en Martinique, mais il faut au moins que l'État soit à nos côtés et nous soutienne.